La CCAS est un arbre de vie. Ses fruits profitent à tous les électriciens et gaziers et à leurs familles. Un arbre de vie dont les racines solidaires puisent au plus profond de l'histoire industrielle et syndicale de notre pays. Pour comprendre cet épisode historique, arrêtons-nous un instant sur quelques étapes importantes. « 1887. La première bourse du travail est créée par le conseil municipal de Paris. On en comptera une trentaine en France en 1895, année de fondation de la CGT. Dès leur création, les bourses défendent des revendications et organisent la solidarité avec des services d'entraide, mais aussi des cours et des conférences. Elles éditent des journaux et constituent des bibliothèques. Elles se fixent comme objectif de contribuer à l'émancipation des travailleurs par la lecture. « 1927. Des syndicalistes refusent le paternalisme et les œuvres patronales. Ils prônent le syndicalisme à base multiple. Ils entendent ainsi instaurer une caisse nationale de solidarité, mais aussi des clubs sportifs ouvriers, des bibliothèques et des cours professionnels. Ils souhaitent éduquer l'ensemble des travailleurs et faire du syndicat l'organisme indispensable à tous les moments de la vie. » Confrontées à la crise et à la montée du fascisme, les organisations syndicales luttent toujours au sein des usines. Elles cherchent aussi à organiser le quotidien des ouvriers en dehors de leur lieu de travail. Pour les organisations syndicales, cette question est au cœur des débats. Entre gestion des activités sociales et de secours mutuels pour les uns et actions revendicatives pour les autres. Le comité intersyndical des services publics de la région parisienne, auquel appartiennent le gaz et l'électricité, décide de prendre en charge les besoins sociaux des travailleurs. Une maison des travailleurs des services publics est inaugurée. Ce premier maillon d'œuvre sociale est l'une des réponses apportées par les syndicats au paternalisme patronal. La France se libère du nazisme. Tous ceux qui l'ont combattu dans les mouvements de résistance, les syndicats et les partis unis au sein du CNR, rejoignent le gouvernement provisoire de la République sous l'égide du général de Gaulle. Ce gouvernement se fixe pour mission de rétablir les libertés, d'instaurer une démocratie économique et sociale basée sur l'intérêt général et le retour à la nation des grands moyens de production, dont les sources d'énergie. « 8 avril 1946. Marcel Paul, syndicaliste CGT et ministre communiste de la production industrielle, fait voter la loi de nationalisation, après indemnisation, des anciennes sociétés du gaz et de l'électricité, créant ainsi 2 entreprises publiques, Électricité de France et Gaz de France. La France est meurtrie, dévastée, affaiblie. Pourtant, les réformes du Conseil national de la résistance, le CNR, qui comprend entre autres la CFTC créée en 1919 et la CGT réunifiée en 1943, prévoient des avancées sociales considérables. Le droit au travail et au repos, la sécurité sociale,
la garantie du pouvoir d'achat, la sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauche et de licenciement, et la retraite. Le CNR souhaite également favoriser l'accès à l'éducation et à la culture pour tous. 22 juin 1946. Le statut national du personnel d'EDF-GDF voit le jour dans ce contexte. C'est sur ce terreau fertile que vont se développer les activités sociales de l'énergie. L'arbre de vie offre ses premières fleurs. La CCAS est un arbre de vie. Première branche de l'arbre, premier fruit, les vacances. Après les années de privation dues à la guerre, le 14 janvier 1947, le Conseil central des œuvres sociales, le CCOS, se met en place. Une de ses premières réalisations, la création des colonies de vacances. L'ambition du CCOS est de permettre ainsi à tous les enfants des agents EDF ou GDF, âgés de 6 à 14 ans, de profiter d'un mois de vacances bénéfiques à leur santé. Dès l'été 1947, près de 6500 enfants partent souvent pour la première fois à la découverte de la campagne, de la mer ou de la montagne. L'organisation de ces premières vacances s'avère difficile. Toujours en vigueur, le système de rationnement alimentaire hérité de la guerre complique l'approvisionnement. Tout est rare, tout est cher. Dans ce contexte de pénurie générale, le CCOS se préoccupe aussi des tout-petits. Pour chaque nouveau-né, les agents reçoivent du CCOS un vêtement de laine. « 1948. C'est au tour des jeunes de 16 à 21 ans de partir, en juillet ou en août, grâce aux premières caravanes en ligne. Filles d'un côté, garçons de l'autre, on se retrouve à l'arrivée après 18 jours de randonnée à travers les Alpes ou les Pyrénées. Pionnière, la CCAS autorise la mixité dès la fin des années 1960. D'abord dans les centres de colonies de vacances enfantines, puis dans les camps de vacances adolescents. Cette mixité ne deviendra obligatoire à l'école qu'en 1975. En 1949, les représentants des fédérations syndicales décident à l'unanimité d'organiser des vacances pour les agents d'EDF-GDF. Ceux-ci bénéficient déjà de 4 semaines de congés payés. Pour les syndicalistes, il s'agit toujours de contribuer au maintien du pouvoir d'achat érodé par l'inflation en levant cet obstacle parfois insurmontable au départ en vacances.
Ces centres de vacances familiales, sous la tente, préfigurent les villages de toile tels que nous les connaissons aujourd'hui. Par la suite, la CCAS mettra tout en œuvre pour que les agents en inactivité de service puissent partir eux aussi. Après mai 68, sont également proposés des séjours jeunes à dominante culturelle, sportive et scientifique. Le désir de la CCAS d'inciter les bénéficiaires à découvrir d'autres horizons et de s'ouvrir à d'autres champs de la connaissance pendant le temps des vacances est toujours aussi fort. Ainsi, depuis sa création, la CCAS combat les inégalités et lutte sans répit pour l'accès de toutes et de tous à des vacances de qualité. Voilà pourquoi les rameaux donnent de si beaux fruits. La CCAS est un arbre de vie. Autre branche de l'arbre, la solidarité en cas de malheur. Selon l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les assurances privées pour le compte du personnel font partie des activités sociales. Dès l'origine, il s'agit donc clairement d'être solidaire des agents et de leurs familles en cas de sinistre ou de grand malheur. Dès novembre 1947, le CCOS crée une section Assurance Groupe, rattachée au département Mutuelle Solidarité. Cette section est chargée de répondre au mieux aux besoins des agents afin de couvrir les risques personnels. Assurance vie, accident, incendie, automobile, bicyclette et autres aléas de la vie. Un an plus tard, 2 contrats originaux sont proposés aux électriciens et gaziers. Les fameux IDCP, I comme invalidité, D comme décès, C comme complément et P comme prestation. Ces contrats, couvrant les risques invalidité et décès par accident ou maladie, sont gérés directement par le CCOS. Par la suite, la CCAS fera évoluer ce contrat IDCP. Depuis le 1er janvier 2009, le nouveau contrat mis en place regroupe toutes les garanties précédentes et les étend aux conjoints, enfants et ascendants à charge. Ce contrat IDCP permet d'apporter une aide financière aux familles éprouvées par la disparition d'un proche ou à la suite d'une mise en situation d'invalidité. La CCAS négocie également par l'intermédiaire d'un courtier des contrats groupes auprès des compagnies d'assurance. En jouant sur l'effet de levier lié au grand nombre d'électriciens et gaziers, elle obtient ainsi la meilleure couverture possible aux conditions de prix les plus favorables aux agents. Avec 440 000 contrats d'assurance dans des domaines très divers, prévoyance, dépendance, obsèques, habitation, automobile, scolaire, protection juridique, loisirs, la CCAS cherche à répondre toujours mieux aux besoins de solidarité et de protection des électriciens et gaziers. L'arbre de vie protège des risques grâce à son feuillage toujours plus large. La CCAS est un arbre de vie qui a bien failli mourir. En février 1950,
le député Louvel devient ministre de l'Industrie. Au moment de la nationalisation, c'est lui qui avait négocié de fortes indemnisations pour les anciens patrons actionnaires des sociétés nationalisées par Marcel Paul. Aux heures sombres de la guerre froide et des guerres coloniales, l'hostilité à l'égard du CCOS devient alors systématique. Un journaliste osera même écrire que les camions utilisés par le CCOS pour le transport des enfants ou du matériel des colonies de vacances ont été spécialement aménagés pour transporter les armes de guerre. Dès octobre 1950, un premier décret gouvernemental remet en cause le CCOS sans qu'aucune fédération syndicale n'ait été consultée. En février 1951, un second décret est adopté. 4 mois plus tard, véritable coup de force, le CCOS est purement et simplement dissous. Son siège est occupé par les forces de l'ordre. Une délégation patronale, dite provisoire, est mise en place, aussitôt contestée par les syndicats. Progressivement, la résistance et la reconquête de l'organisme s'organisent en s'appuyant sur les CMCAS et l'unité syndicale. Mais le 26 juin 1952, Louvel frappe fort et supprime par décret leur caractère mutualiste. Alors que la délégation provisoire nommée par le gouvernement prend en charge les activités sociales centralisées, les électriciens et gaziers et leurs fédérations syndicales gèrent les activités décentralisées. Pendant cette période, les CAS s'impliquent fortement, notamment dans l'organisation des garderies d'enfants, dites les Beaux Jeudis, qui préfigurent les centres de loisirs actuels. En 1954, après la défaite de Dien Bien Phu en Indochine, la vie politique française est instable. Un nouveau gouvernement est formé sous la direction de Pierre Mendès France. Pour apaiser un climat social tendu, Pierre Mendès France renoue le dialogue avec les fédérations syndicales. Il est prêt à rendre au personnel la gestion de ses œuvres sociales. Le 3 février 1955, 2 nouveaux décrets régissent les activités sociales. Les CAS voient leur caractère mutualiste reconnu, mais leur statut, leurs cotisations et la désignation du conseil d'administration de la CCAS sont désormais arrêtés par les ministères de tutelle. Les ressources du 1% sont plafonnées et diminuées des charges de restauration et de l'action sanitaire et sociale. Malgré cela, la délégation des CAS souligne les avancées obtenues grâce aux multiples actions du personnel. En premier lieu, le retour de la gestion des œuvres sociales au personnel, le caractère démocratique et mutualiste des CAS et la création de la CCAS. En 1957, en application de ces textes, un second organisme est mis en place, le comité de coordination des caisses d'action sociale. C'est ce comité qui est chargé de répartir le 1% des ventes hors taxes d'énergie entre la CCAS et les CMCAS. En 1960, un premier conseil d'administration de la CCAS est mis en place. Seule difficulté, le nouveau gouvernement continue de s'opposer à la désignation de Marcel Paul à la présidence de l'organisme. Au printemps 1963, l'ensemble des organisations syndicales décident de reprendre la gestion des activités sociales. René Le Guen succède à Georges Poggi, président intérimaire de l'organisme de 1960 à 1963. Les bâtisseurs d'activités sociales sont de retour. L'arbre des activités sociales peut renaître à la vie.
La CCAS est un arbre de vie dont les fruits se retrouvent sur la table des agents. En février 1955, l'article 25 du Statut national du personnel est modifié. Une partie du budget de la CCAS doit désormais couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines. Tout en dénonçant ce transfert de charges sur le 1%, la CCAS accompagne cette conquête sociale. Il s'agit en effet d'une vieille revendication portée par Eugène Varlin, membre de la Commune de Paris et inventeur de la marmite, le premier restaurant coopératif. Dans un contexte d'exploitation par EDF et GDF de chantiers ambitieux, le repas du midi sur le lieu de travail est un bien nécessaire. Dans les années 60, la production d'électricité d'origine nucléaire se développe avec la construction des centrales de Chinon, Chooz, Brennilis, Saint-Laurent-des-Eaux et Bugey. La production en continu nécessite d'assurer une restauration méridienne de qualité. À travers toute la France, on va bientôt dénombrer une centaine de cantines dédiées aux électriciens et gaziers. Les restaurants d'entreprise de la CCAS sont strictement réservés aux actifs. Il s'agit de permettre aux salariés de reconstituer leur force de travail. La CCAS a deux objectifs: assurer un repas complet équilibré, entrée, plat, dessert, et garantir le pouvoir d'achat des agents avec un prix modéré pour ce repas dit de repère social. Autre défi pour la CCAS, permettre au personnel de cuisine dans leur ensemble d'être admis au statut national. Le fonds du 1% est également mobilisé pour la restauration de loisirs. Il s'agit de fournir aux bénéficiaires en vacances une prestation repas qui allie diversité et qualité. Pour cela, elle investit dans la construction de restaurants dans ses différents centres de vacances, avec un souci constant, améliorer les repas proposés pour la satisfaction des petits et des grands. Autre constat, bien souvent les femmes en vacances sont seules à préparer les repas. Pour épargner à chacune et à chacun ses obligations ménagères, la CCAS met en place un système de plats cuisinés à emporter. Par cette initiative, elle marque sa volonté de donner à tous et à toutes encore plus de temps libéré des contraintes de la vie quotidienne. Le personnel récolte ainsi les fruits de son arbre de vie. La CCAS est un arbre de vie. Un arbre de la connaissance. Bourges a son printemps, Avignon son été, la CCAS a ses tournées et ses rencontres estivales. Dès 1947, le CCOS crée un département art et culture. En 1969, 5 ans après la reprise des activités sociales, les premières tournées spectacles sont une réussite. La CCAS décide alors de renouveler cette expérience. Éveiller la curiosité artistique, donner l'envie de découvrir d'autres horizons culturels, telle est l'ambition de la CCAS. Elle propose des initiatives culturelles imaginées en collaboration avec des associations comme Travail et Culture ou Tourisme et Travail. Au fil du temps, se développe une programmation singulière, originale et diversifiée. En 1970, des chorégraphes de renom sont invités à se produire devant les vacanciers. En 1972, ce sont les premières soirées ciné-club. Woody Allen, Jean-Luc Godard, Buster Keaton, Alain Resnais,
Ingmar Bergman, la liste des réalisateurs dont les films sont projetés est aussi longue qu'éclectique. Ce qui frappe le plus dans le programme des tournées culturelles, c'est la très grande variété des spectacles et des disciplines artistiques représentées. Le jazz y figure en bonne place. Pour la CCAS, le livre n'est pas un luxe. Promouvoir la lecture devient une priorité. Elle propose chaque année aux vacanciers un vaste choix de livres parus dans l'année. La création des bibliothèques dans les centres de vacances est alors jugée insuffisante. En 1972, à l'occasion de l'année internationale du livre organisée sous l'égide de l'UNESCO, une première série de conférences-débats en présence d'auteurs est organisée dans plusieurs villages de toile. Par la suite, un service de bibliobus est mis en place pour desservir des villages de vacances sur la côte atlantique, mais aussi des unités d'exploitation éloignées. Ces rencontres culturelles sont particulièrement attendues par les vacanciers. D'autres manifestations propres à la CCAS sont également organisées au cœur de grands festivals reconnus comme Vision Sociale, dans le cadre du Festival de Cannes, ou Contre-courant, durant le Festival d'Avignon. L'arbre de vie se nuance aux couleurs des saisons. Il offre en partage toute la gamme des émotions. La CCAS est un arbre de vie, le sport en constitue la sève. En 1947-1948, les premières finales sportives organisées par le CCOS se déroulent à Saint-Denis, au stade Francis de Pressensé. Une centaine d'équipes masculines et féminines sont engagées. Les épreuves sportives se déroulent dans la bonne humeur. Sous les yeux de Marcel Paul, les sportifs partent à la conquête de la coupe Jean Duflot, du nom du militant syndical de la Compagnie du Gaz de Paris, mort en déportation en avril 1944 au camp de Mauthausen. En l'espace de quelques mois, le CCOS met en œuvre des moyens matériels importants au service des gaziers et électriciens sportifs. Le CCOS permet aussi à tous les autres agents, à leurs enfants et à leurs conjoints de découvrir et de s'initier à des pratiques sportives. En 1964, lors de la reprise des activités sociales par le personnel, la CCAS renouvelle cette ambition. Au-delà de la compétition en club, elle intègre les activités physiques et sportives à l'offre de loisirs qu'elle propose aux bénéficiaires. En 1967, les disciplines proposées sont de plus en plus nombreuses.
badminton, gymnastique, voile, tennis, ski, yoga, autant de pratiques sportives dont la CCAS facilite l'accès à tous, sans distinction d'âge, de sexe ni de budget. Ça et là, des agents des industries électriques et gazières se distinguent particulièrement sur le plan sportif et soulèvent l'enthousiasme. Dès 1968, avec les footballeurs du Gazélec d'Ajaccio, jusqu'aux médaillés des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres en 2012, de nombreux agents issus des industries électriques et gazières se distinguent. Faire participer le plus grand nombre à des activités physiques et sportives diverses et variées, leur donner un contenu enrichissant et offrir du plaisir, voilà l'objectif de la CCAS dans ses villages de vacances et tout au long de l'année, grâce aux concours qu'elle apporte au CMCAS et à leurs clubs sportifs. Des racines jusqu'à la cime, la sève nourrit l'arbre de vie. Elle lui donne toujours plus de force et de vigueur. La CCAS est un arbre de vie. Il contribue aussi à allonger notre espérance de vie. En 1947, le CCOS met en place la commission Dispensaire clinique, sanatorium et préventorium et propose la création d'un département santé et d'un département mutuelle solidarité. Parallèlement, les premières élections de CMCAS sont organisées en 1948. Avec la section locale de décompte pour le paiement des prestations de la sécurité sociale, la CMCAS devient de fait la mutuelle complémentaire des agents des industries électriques et gazières. 2 générations plus tard, la CCAS et le comité de coordination des CMCAS inaugurent l'année de la santé. Un colloque est organisé à la faculté de médecine de Paris. Daniel Arachard, alors président de la CCAS, dresse le bilan de l'action des électriciens et gaziers en matière de santé. Bilan positif selon une étude de l'INSERM qui souligne la moindre mortalité des agents EDF-GDF par rapport aux autres salariés. Ces résultats doivent beaucoup aux dispositions statutaires prises dans la mise en œuvre d'une protection sociale complémentaire de haut niveau à laquelle les CMCAS contribuent activement. Cette politique de santé s'appuie aussi sur un réseau d'institutions sanitaires et sociales en perpétuelle évolution. La CCAS élargit son offre en direction des inactifs. En 1972, la maison de retraite de Sainte-Tulle ouvre ses portes. En 1988, un établissement médicalisé réservé aux personnes âgées voit le jour à Andilly. La CCAS compte également à son actif la réalisation de maisons d'accueil pour polyhandicapés. En 1978, un institut médico-pédagogique, IMP, est construit près d'Évreux. Pour des situations souvent douloureuses d'handicap lourd, le centre de la Haye-Bérou apporte à ses résidents et à leurs familles une réponse originale. 28 ans plus tard, une convention concernant cette maison d'accueil spécialisée est signée entre la CCAS et l'association Les Papillons Blancs. Cette convention s'inscrit dans le droit fil de la politique sur le handicap,
traduite dans le projet Santé des électriciens et gaziers. Ce projet santé est au cœur de toutes les activités proposées par la CCAS. Dès 1970, des enfants handicapés sont accueillis dans des centres de vacances. Cette première initiative inaugure les séjours pluriels qui permettent aujourd'hui à des adultes en situation de handicap de vivre des vacances parmi les autres bénéficiaires. En 1995, les séjours bleus, réservés aux agents en inactivité, succèdent aux séjours longs d'hiver mis en place depuis 1968. Toutes ces initiatives participent d'une même politique de santé et de bien-être, bénéfique aux salariés de l'énergie et à leurs familles. Chaque année, le tronc de l'arbre prend de l'épaisseur. Plus l'arbre est fort, plus il peut porter de solidarité. La CCAS est un arbre de vie qui pousse avec bien d'autres arbres dans la forêt du monde. La solidarité internationale en direction des énergéticiens à travers le monde remonte à 1948. Cette année-là, une rencontre de football est organisée entre électriciens et gaziers français et belges. En 1980, la CCAS accueille dans ses centres de vacances des familles de travailleurs d'autres pays. Ces multiples échanges constituent une façon originale de lancer les passerelles permanentes entre les énergéticiens du monde entier. En retour, les agents ont la possibilité de séjourner dans de nouvelles institutions à l'étranger. En 1984, à l'occasion des Jeux Olympiques d'été à Los Angeles, le Comité olympique non racial d'Afrique du Sud reçoit le soutien de la CCAS pour refuser le régime d'apartheid. La même année, la CCAS soutient également en Angleterre les mineurs en grève contre les projets régressifs du gouvernement Thatcher. Manière de voyager autrement, un premier voyage solidaire est organisé en Palestine en avril 2001. D'autres voyages suivront à travers les 5 continents. Moyen efficace pour connaître en profondeur la réalité d'un pays, cette nouvelle offre de vacances est construite avec des associations de solidarité internationale où militent des énergéticiens. Elle est encadrée juridiquement par des organismes de tourisme de l'économie sociale et solidaire. La CCAS encourage les bénéficiaires engagés dans la solidarité internationale à devenir des porteurs de projets et à développer leurs actions afin de réduire les inégalités dans le monde. Tous ces projets d'aide au développement sont portés localement par les CMCAS. Autre première, en 2001, la CCAS accueille dans ses centres de vacances des enfants défavorisés du monde entier ou confrontés à des situations de crise.
En 1995, a lieu la première conférence internationale des salariés du secteur de l'énergie. 14 délégations étrangères participent à cette initiative organisée à Montreuil. Marrakech, Rome, Athènes, Alger, Tunis accueillent les conférences internationales triennales suivantes. Pour les énergéticiens, ces conférences constituent un lieu d'échange et de partage autour des grands enjeux de société. Face à l'internationalisation des activités des groupes EDF et GDF Suez, les activités sociales de l'énergie deviennent la bannière commune sous laquelle la CCAS entend rassembler les salariés d'énergie. Comme le rappelle une participante de la conférence d'Athènes, « Nous partageons tous les mêmes problèmes. Nous devons nous unir pour parler d'une même voix. » Dans le cadre de sa politique internationale, porter les valeurs de la solidarité au-delà des frontières, telle est bien l'ambition des activités sociales de l'énergie. Partout dans le monde, la forêt est menacée. En France aussi, notre arbre de vie subit la tourmente. Mobilisons-nous pour le sauver. Défendre un arbre, c'est déjà défendre la forêt. C'est choisir la vie.